Je regarde les visages, je vois beaucoup de sourires, c'est bon signe. Pas trop fatigué? Non? Je pense que tout le monde a bien participé, très bien. Alors, nous arrivons donc à la deuxième étape avant le réseautage de notre activité événement. On va d'abord commencer, merci encore une fois aux panélistes d'être présents, merci Cathy, Alexis et Marc. On va commencer ce panel par des petites questions pour se connaître un petit peu plus, ça ne va pas être très très long, puis on va revenir sur les discussions naturellement par la suite. Alors j'aimerais commencer par Cathy qui est à ma droite. Je voulais, Cathy, par ton expérience personnelle, tu as dirigé dans les dernières années la plateforme d'innovation à Sainte-Justine. Tu es maintenant depuis quelques années, 4 ans si je ne me trompe pas, responsable du pôle innovation ici au CHUM et aussi intelligence artificielle en santé. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de bureaux d'innovation. Oui, mes collègues sont là, mes homologues sont là. Justement, qui se créent dans certains établissements de santé ici au Québec, en particulier à Montréal. Et la question que j'ai pour toi, c'est le CHUM a toujours été précurseur. De quelle façon est-ce que le CHUM peut maintenir ou demeurer, je dirais, à l'avant-garde de l'innovation à travers justement une plateforme comme la plateforme de l'innovation que vous avez chez vous? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'être là, tous et toutes, et merci à PME Montréal puis Innovation Canada. Le CHUM, c'est chez vous. Bienvenue chez vous. Là, c'est magnifique quand même, les locaux qu'on a. Donc, puis merci que ce soit au service de traiteur ou à l'audiovisuel pour votre soutien. Alors, comment garder un edge, là, comment rester avant-gardiste pour être des pionniers en matière d'innovation et d'intégration responsable de l'intelligence artificielle? Premièrement, puis je pense que vous êtes tous d'accord, là, on n'innove pas pour innover, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA, on innove pour créer de la valeur. Créer de la valeur pour les patients, pour les équipes, pour les organisations et la société. C'était notre leitmotiv, que ce soit à Sainte-Justine ou ici, que ce soit ma petite équipe ou l'organisation en général, on a martelé et re-remartelé qu'on n'innove pas pour innover, on innove pour créer de la valeur. Et pour être avant-gardiste, il faut que tu amènes une mouvance au sein de ton organisation pour que les 18 000 acteurs de ton établissement te suivent. Puis crois que cette innovation-là améliore réellement les soins, les services, la gestion, l'enseignement et la recherche. Puis je pense que le sens, donc je vais peut-être juste commencer par le sens, sense-making, sense-giving, de partir avec ce leitmotiv-là, ça aide à amener l'ensemble de l'organisation à générer de l'innovation pour créer de la valeur. Deuxième façon de rester avant-gardiste, c'est de créer cet écosystème-là. On ne peut plus innover seul dans nos organisations. Donc, le CHUM seul ou une entreprise seule ne peut plus innover seul. Puis, dès 2014, c'était ça la création de la plateforme d'innovation, on est fiers d'avoir été les premiers à créer une telle plateforme. Puis là, heureusement, l'ensemble du réseau suit. Y compris le système de santé. Y compris le système de santé, le bureau de l'innovation, la stratégie d'innovation au Québec qui commence à même pousser avec ses multiples stratégies, mais de se dire on ne peut plus innover seul, il se doit de faire de l'innovation ouverte. Avec des partenaires industriels, avec les maisons d'enseignement, avec les associations de patients, la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, les ordres professionnels. Puis je pense que c'est le deuxième positionnement qu'on a eu. Donc, l'innovation est importante comme cœur de mission dans l'organisation, puis d'amener l'ensemble de l'organisation à voir l'innovation comme une valeur ajoutée. Deuxièmement, de se dire, on ne peut plus innover seul, il faut le faire en mode d'innovation ouverte. Puis je pense que c'est comme ça qu'on a assuré, entre autres, là, il y a plusieurs autres points, mais je vais m'arrêter là. Je pense que c'est ça qui nous permet de rester avant-gardistes en disant, c'est ensemble qu'on peut créer une valeur commune pour l'ensemble de la société. Excellent, mais merci Cathy. Ça m'emmène justement sur mon deuxième point, Marc, sur la manière en tout cas dont BML Technologies est présentée. On parle beaucoup, et puis on parle beaucoup du succès d'une innovation médicale basée sur la gestion des parties prenantes. Et quand on parle de parties prenantes, je reprends des termes que tu utilises toi, on parle des ingénieurs biomédicaux, on parle des spécialistes de produits, on parle des cliniciens, des chercheurs. Dans quelle mesure cette gestion des parties prenantes-là se fait, enfin se réalise d'une certaine façon, et quels sont les facteurs de succès derrière cette gestion des parties prenantes, justement? C'est une très bonne question. Puis je pars de où est-ce que Cathy a terminé. La collaboration
est tellement importante, mais de gérer la collaboration et de savoir avec qui collaborer, c'est très difficile et c'est pas évident. Je pense que moi-même, personnellement, j'ai été très chanceux dans ma carrière de commencer ma carrière juste après ma maîtrise à l'Institut neurologique à Montréal, où est-ce que c'était fondé, en fait, sur ce concept-là. C'était fondé sur la collaboration de toutes les différentes parties prenantes, mais dans ce contexte de neurologie et de traitement de patients. Et je pense que j'ai appris ça comme ingénieur biomédical et j'ai pris ça dans mon cheminement à travers le développement des dispositifs médicaux. Mais ce qu'on apprend vite, c'est qu'on peut penser collaborer, on peut penser, considérer toutes les parties prenantes, on peut faire notre possible, mais si on ne sait pas avec qui collaborer et comment collaborer, mais c'est pas mieux. Donc, ce qu'on dit aux jeunes entreprises, premièrement, on se compte très chanceux d'être parmi cette explosion de développement de nouvelles technologies dans le monde de la santé. Je pense que c'est une fois par carrière que ça peut arriver et on est en plein... Le fait qu'on voit tellement d'innovation, on se sent très chanceux d'être au milieu de tout ça. Mais ce qu'on dit aux jeunes entreprises, souvent, c'est d'être, premièrement, quand on parle d'innovation pour apporter du vrai changement, d'être vraiment motivé par une application clinique réelle. Je ne peux pas le dire assez. Donc, les ingénieurs et les innovateurs et les créateurs, on aime bien trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a pas identifiés encore. Okay? Et ce qu'on dit aux jeunes entreprises, c'est de vraiment comprendre très bien le besoin clinique, mais de collaborer avec des personnes qui comprennent tous les enjeux et avoir les parties prenantes qui comprennent non seulement l'application clinique et comment introduire et intégrer, on va parler d'intégration, je suis sûr, la solution, mais si ce n'est pas motivé par un vrai besoin clinique et supporté ou soutenu par un vrai modèle d'affaires, ben c'est juste de la technologie, malheureusement. Donc, c'est très complexe et ces enjeux-là, on joue avec à tous les jours. N'hésitez pas, si vous voulez rebondir sur des points. Mais ça m'amène justement à un point complémentaire. Et puis c'est là où je vais interpeller Alexis ici. On dit souvent aux entreprises, pour nous, les organismes d'accompagnement d'entrepreneurs, on dit aux entreprises que le succès est souvent... est emmené par la collaboration, est emmené aussi par le fait d'aller chercher des expertises qu'on n'a pas en tant qu'entrepreneur. Souvent, les entrepreneurs, et puis il y en a probablement parmi vous, qui commencent en tant que des ingénieurs qui lancent leur entreprise, dans certains cas des professionnels de la santé. Et il y a souvent un besoin d'accompagnement qui est fait. Novo, puis je veux nommer l'entreprise, c'est spécialisé en fait dans les produits médicaux, parce qu'il y a évidemment une question d'opportunité aussi, mais de savoir quel conseil donnerais-tu, Alexis, aux entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement tous les éléments à leur disposition, tous les outils à leur disposition pour lancer une entreprise et qui souhaiteraient commencer par généralement l'étape de conception et de développement? En fait, je trouve ta question super intéressante. Puis je pense que la réponse que j'amènerais, nous, on est très actifs là, dans le cycle de développement de produits à partir du moment où il y a une technologie. Puis on a des ingénieurs, des développeurs pour l'amener jusqu'à l'état commercial. Ça, c'est là où on est. Mais le constat qu'on fait, c'est que oui, il y a la phase de développer le produit qui est très, très connu, reconnu. Ça commande beaucoup de ressources, c'est intensif, ça prend beaucoup d'expertise. Mais je rejoins vraiment le point de Marc. Je pense que le plus important moment ou entrer en connexion avec des experts pour se faire aider, c'est juste un petit peu en amont du développement pour s'assurer de développer la bonne chose. Puis, c'est vraiment ce qui ressortait à notre table, d'ailleurs. On a très, très peu parlé du développement comme tel, parce que développer le produit, régler des problèmes technologiques, ça peut être très difficile, mais on y arrive. Par contre, choisir quel besoin identifier, choisir quel besoin utilisateur non répondu, on va tenter de résoudre. Ben là, il y a vraiment beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de décisions à prendre. Puis, c'est vraiment un endroit
ironiquement, ce qui coûte cher, c'est développer, mais ce qui est le plus critique, c'est ce qu'on doit faire en amont, qui n'est pas nécessairement très cher, mais qui est tellement important pour tout le reste du cycle de développement. Donc, quand on ne néglige pas, puis on va se faire aider, ben on peut converger probablement vers la bonne solution rapidement. Très, très, très intéressant. C'est un point qui justement m'amène, tu commençais à rentrer dans ce qui a été discuté autour des tables. On a autour des tables eu beaucoup de commentaires qui tournaient autour de la collaboration, du partenariat. Mais je voudrais juste peut-être avoir votre point de vue à vous sur, selon votre expérience, l'expérience des entrepreneurs que vous avez pu accompagner dans votre cas, l'expérience des entrepreneurs qui ont travaillé ou collaboré avec le CHUM, pour voir si votre expérience contraste avec les discussions autour des tables ou au contraire ressemble beaucoup à ces discussions-là. Moi, ça ressemble beaucoup. C'est génial. Il y a vraiment des mots-clés qui sont ressortis, qui sont gages de succès pour moi. Je vais y aller juste quelques exemples. Parler avec la science pour convaincre, mais ce n'est pas suffisant, parler avec la science. Il faut aussi parler avec comment je crée de la valeur. Et la valeur créée, elle est dépend de la partie prenante. Ton pitch de proposition de valeur pour l'infirmière ou le médecin n'est pas le même que pour le patient, n'est pas le même que pour l'exécutif qui achète le produit, par exemple. Il n'y a pas juste les gains fonctionnels, il y a les gains émotionnels. On a parlé de pains, il y avait un mix de pains et jobs, donc les besoins, puis qu'est-ce qu'on règle comme pain point le plus important? Puis pas juste les jobs, les besoins fonctionnels, mais aussi les besoins émotionnels. Puis là, en considérant la pénurie de main-d'œuvre, le burn-out, je pense que dans votre proposition de valeur, si vous injectez un meilleur mieux-être au travail qui réduit le turnover, ça résonne là, chez les décideurs. Donc ça, c'est intéressant. La gestion de changement est ressortie. La gestion de changement, puis j'ai beaucoup aimé, j'ai lancé la question, le milieu preneur il doit gérer le changement, mais quel est le rôle de l'entreprise dans la gestion de changement? Donc, comment que l'entreprise peut injecter à même le produit une façon de développer des compétences pour utiliser la solution. Donc ça, j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis les entreprises qui ont réussi à faire ça, c'était un gage de succès. La co-création dès la conception, c'est ressorti. Puis ça aussi, c'est les équipes qui ont fonctionné, ils ont fait ça dès la conception, mobiliser les équipes autour du besoin, confirmer le besoin, co-cibler le besoin. Ça, c'est ressorti. Le timing. Le momentum. Hein? Dans les milieux preneurs, le rythme est un peu plus lent que dans les entreprises. Comment jongler avec le rythme des entreprises qui doivent aller vite et les milieux preneurs qui ont des contraintes scientifiques, cliniques et administratives? Ça, on en a discuté. Puis tout est une question de timing. Puis c'est là où le rôle des facilitateurs dans les milieux preneurs est essentiel. Puis je vais finir avec la troisième ronde. On a parlé beaucoup de financement. Une stratégie de comment que je fais rentrer mon produit, ma solution dans les établissements en santé. Bien, une des façons, une entreprise a dit, ben moi, je l'ai donné aux cliniciens. Je ne l'ai pas vendu, j'ai dit, regardez, prenez-le, utilisez-le. Il y en avait 2 qui ont fait cette stratégie-là. Est-ce que c'est la meilleure stratégie? C'est ça la question. Ça, on n'a pas dit si c'était la meilleure ou pas. On partageait la solution. C'est ça dépend de exact. Mais il y a eu et après, on a parlé de la vallée de la mort. Tu sais, une fois que ça s'est fait, il y a des établissements qui utilisent maintenant comment je peux aller chercher une ronde de financement pour commercialiser. Puis je vais finir avec ça, comment convaincre des investisseurs que même si le milieu preneur n'achète pas, c'est quand même un client. Mais oui, ça matchait, juste pour répondre à ta question directement, oui. C'est ce qui a été échangé, on l'a observé dans les partenariats, donc dans l'innovation ouverte, qui était un succès. Mm-hmm. Moi, j'aurais le goût de rebondir là-dessus parce qu'au niveau de la table de développement, ça matchait très, très, très bien aussi. On voit exactement où sont les enjeux, puis ça rejoint ce que Cathy dit, c'est que dans le fond, il y a vraiment énormément d'opportunités pour bien définir le produit puis s'en aller dans la bonne direction. Beaucoup d'opportunités d'aller très, très tôt observer, discuter avec les praticiens, avec les gestionnaires, regarder les flux de travail, comprendre comment, dans le fond, la solution ou la technologie qu'on a en tête peut vraiment répondre à un besoin réel et surtout s'enchasser dans les flots existants. Ouais. Ou si ce n'est pas le cas, bien, commencer à réfléchir tout de suite comment on va faire pour faire la gestion du changement. Parce que si on arrive avec une technologie de rupture, souvent c'est ça qui amène une gestion du changement.
c'est pas juste parce que ça fait quelque chose d'extraordinaire que tout le monde va être vraiment all-in pour l'adopter. Il faut amener la réflexion à, oui, j'ai cette technologie-là de rupture, oui, on sauve des chirurgies extrêmement chères et dangereuses, mais comment le chirurgien va l'utiliser réellement dans son travail de tous les jours. Donc, il y a une tonne d'idées et de méthodes qui sont sorties, mais ça tournait vraiment autour de, encore là, bien comprendre le produit. Qu'est-ce qu'il peut faire réellement? La solution peut régler quel problème réellement à la fin? Et cette responsabilité-là, je reviens un peu, je me souviens de nos discussions, cette responsabilité incombe à qui? Est-ce que c'est une responsabilité qui vient de l'entreprise, de l'entrepreneur? Est-ce que c'est une responsabilité partagée? Est-ce que... Moi, j'aurais envie de dire que dans la perspective où l'entrepreneur cherche à avoir du succès, il lui revient de piloter cette démarche-là. Après ça, on a eu des discussions super intéressantes avec des gens des CIUS, justement. Puis c'est sûr que quand on a des milieux qui sont... je pense qu'on comprend qu'il y a vraiment un changement de culture qui s'opère pour que les milieux soient réceptifs à ces démarches-là. On va avoir un marché de l'innovation médicale qui est beaucoup, beaucoup plus fort si nos entrepreneurs sont capables de connecter avec les milieux pour avoir ces conversations-là. Moi, je vais être plus bold, parce que je me permets, je représente le milieu preneur. C'est notre responsabilité de s'assurer qu'on ouvre les portes à du partenariat et de l'innovation responsable. On ne peut plus répondre à des besoins complexes d'aujourd'hui sans nos partenaires industriels. Moi j'y crois mordicus, là. Puis notre responsabilité, c'est d'ouvrir la porte puis de dire « assis-toi à côté de l'utilisateur, exemple l'agente administrative, l'infirmière ou le médecin, regarde comment elle travaille. » Puis ça, c'est notre responsabilité. Puis l'entrepreneur doit oser le demander. Donc, dans les organisations où il y a une équipe d'innovation, c'est plus facile. Donc, le rôle de mon équipe, c'est d'ouvrir ces portes-là quand il y a un intérêt. Des fois, ils ne sont pas disponibles, ils sont débordés ou pas intéressés à ce moment-ci, ça va. Mais une fois que la porte est ouverte, la responsabilité du milieupreneur, c'est rentrer, au pire, obtenir une carte temporaire, là, asseyez-vous à côté des utilisateurs, puis comprenez comment ils travaillent au quotidien. Écoute, tu as fini, Cathy? Oui, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que je dirais même oui. Parce qu'aux entrepreneurs, on dit créer des relations bien au début du cheminement, avant de commencer à répondre à des solutions, créer des relations, trouver des bons KOL, mais c'est beaucoup plus que des KOL. C'est exactement ce que Cathy vient de dire. Puis si tu ne l'avais pas dit, j'allais sauter dans la même direction. C'est bon signe. Mais l'idée de l'avoir à l'interne et de le tirer, c'est tellement plus encourageant que de venir de l'extérieur et de pousser. Puis d'avoir des gens comme le groupe de Cathy au CHUM. Je pense que vous êtes vraiment au leading edge, si on peut le dire. C'est très encourageant. C'est quand même difficile de mettre des équipes ensemble et de trouver des solutions et des projets. Mais sans ça, je peux vous dire que ce n'est pas difficile, c'est infaisable. Puis je le fais depuis 20 ans. C'est très, très, très difficile. C'est pénible. Ça prend des 12 à 18 mois pour faire lancer des projets et d'avoir un groupe à l'interne. Nous, on dit la même chose. On dit... Parce que les entrepreneurs, ce qu'ils disent parfois, ils nous viennent, ils disent « on a la solution parfaite ». Le médecin, je prends toujours mon téléphone, puis on dit, le médecin, il va faire ça, puis il va tout comprendre, puis le patient, il va être là. Là, on fait, OK, mais j'imagine que c'est un téléphone, mais ce n'est pas le médecin qui l'utilise. Puis le patient, on ne l'évalue jamais de cette façon-là. Donc, où est-ce que vous avez pris ces infos-là? Puis quand ça part de la technologie, c'est sûr que le destin n'est pas positif. Mais quand ça vient d'une collaboration, l'idée, c'est de venir avec la bonne collaboration à toutes les étapes, puis au bon niveau à toutes les étapes. Et ce n'est pas juste... parce que juste l'entrepreneur et le clinique, c'est déjà énorme. Ah oui. Mais d'arriver avec la réglementation par-dessus, parce que les gens cliniques, peut-être le groupe de Cathy, ce n'est pas le cas, mais dans des centres où on est habitué à faire des projets, j'arrive, on fait le projet, ils disent, puis Santé Canada, ils vont vouloir quoi? Là, on fait, c'est vous qui devez nous le dire. Je sais la réponse, mais vous ne savez pas. Donc, ça veut dire que c'est toujours, on part de zéro à chaque fois qu'il y a un nouveau projet. Puis à part ça, encore une fois, puis je pense qu'on était assis tous les trois à la même table, parce que les conversations étaient vraiment semblables, mais vraiment à un haut niveau. Je vous félicite, premièrement, parce que j'ai trouvé les conversations super, super intéressantes, puis à un certain niveau quand même assez évolué. Mais l'idée d'être tiré par le modèle d'affaires,
Ça aussi, c'est très difficile de le comprendre dès le début. Donc, on a beaucoup parlé, de notre côté, c'était validation. J'ai commencé à demander c'est quoi la validation pour vous, puis c'était très intéressant. C'était pas ce que je pensais qui allait ressortir. C'était vraiment ce que j'aurais voulu en fait qui serait ressorti, c'est le fait que la validation a tellement de différents aspects. La validation du modèle d'affaires, la validation de l'application clinique, la validation comme telle de la technologie, la validation d'efficacité du point de vue réglementaire. C'est sorti de tous ces enjeux-là et toutes ces parties prenantes-là. Et ce qui est ressorti, la manière que ça a été rassemblé à la fin, c'est que c'est très compliqué de gérer tout ça. C'est tout critique au succès. C'est très difficile à gérer. Donc, quand on trouve des partenaires comme ça qui disent « Venez vous asseoir avec les médecins », bien, nous, on dit aux entrepreneurs « Est-ce que vous êtes rentré dans le milieu clinique? Est-ce que vous savez comment ça marche? » Bien, premièrement, ce n'est pas le médecin qui le fait. C'est une technicienne ou un technicien. Puis l'infirmière vient après. Puis le médecin regarde le rapport à son bureau. Alors, comment vous allez faire avec votre téléphone? Et là, ça ouvre tout un autre sujet, parce que maintenant, c'est des téléphones. Ce n'était pas des téléphones avant. Là, on parle de brancher la technologie dans ce qu'on appelle le clinical workflow, qui n'est pas en fait le travail des cliniciens. C'est comment les données vont d'un point à un autre dans l'hôpital, comment vous rentrez dans l'hôpital avec la technologie. Donc, tout ça, ça a changé. Puis sans collaboration, et je me répète, sans la bonne collaboration, je ne sais pas comment vous allez faire, je ne sais pas comment vous faites, je sais que vous êtes fatigué et que vous faites beaucoup de fundraising, mais ça va être très difficile. C'est un point très, très intéressant que tu emmènes et que tu renchéris sur ça. C'est que pendant les tables, je me suis aussi baladé, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de convergence des idées, de convergence entre ce que disait l'un, ce qu'emmenait l'autre, parce qu'il y avait aussi cette volonté, je pense, de chacun de se dire, c'est mon interprétation, que finalement le processus qu'on vous présente ici de TRL1 à TRL9, ce n'est pas forcément un processus linéaire, mais au contraire un processus qui vous permet, par itération, d'améliorer ne serait-ce que la conception de votre produit, le prototypage, mais aussi de définir ce qu'est même pour vous la validation. Parce que l'entrepreneur a lui aussi ses réalités, son background, et tout son vécu lui permet peut-être de se dire que la validation, c'est peut-être juste au niveau de la conception. Une fois que j'ai un produit fonctionnel, je m'arrête là. Mais au contraire, il y a d'autres personnes pertinentes. Alexis, mais tout à fait, j'ai retrouvé tout ça, puis j'étais content, très content de le voir. Tu mentionnes le mot itération. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est dur, les itérations pour les entrepreneurs, parce que c'est beaucoup d'incertitudes chaque fois. Donc, nous, un piège qu'on voit beaucoup, c'est que oui, on a fait les bonnes étapes, oui, on a parlé à des cliniciens, on a regardé des workflows, on avance un peu notre idée, mais là, en fait, on a juste le goût de se rendre jusqu'à la fin, puis de dire, OK, je vais développer la console, je vais développer l'appli, mais en fait, nous, on essaie de guider nos gens pour dire, mais en fait, retourne ici. Tu as un sketch de plus, tu as un UI de plus, tu as un proto, un rough prototype. Vas-y, retourne montrer, retourne discuter, parce que pour les gens qui se font présenter des idées, probablement comme chez vous, une tonne d'idées, une tonne de directions différentes, avec un temps de contact limité. Là, il y a une rencontre, il y a 2 rencontres, on se fait expliquer quelque chose, mais ça devient concret au fur et à mesure que ça se matérialise. Donc quand il y a un avancement dans le cycle de développement, bien, c'est important d'y retourner pour dire hey, on est rendu là, ça fait ça. Puis là, la personne, elle va être rendue une étape plus loin. Là. Les gens de chez vous, ils vont dire ouais, mais en fait, je regarde ça, là, puis si tu mets le bouton là, ça ne fonctionne pas. Il est dans le champ stérile, il faut qu'il soit de l'autre côté. Mais on n'aura pas cette information-là si on n'y retourne pas. Oui, tout à fait. L'itération. Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup de nous amener sur ce point-là. Je vais m'en vouloir si je ne pose pas cette question, particulièrement. Je pense que plusieurs d'entre vous pourraient y répondre. Mais certains entrepreneurs ici ont vécu depuis les dernières années. On est dans un contexte, même si j'ai dit qu'on est dans un contexte post-pandémique, ça reste la crise sanitaire. Et puis il y a eu d'autres enjeux qui sont venus avec cette crise sanitaire. On peut penser notamment au fameux Chipageddon. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mot, mais plusieurs entrepreneurs ont connu la crise ou la pénurie des micropuces, en fait des puces électroniques. Puis de plus en plus d'entreprises vont avoir ce type de composantes dans leur dispositif.
J'aimerais poser la question en premier lieu à Alexis, savoir est-ce que ça a un impact sur l'innovation dans le domaine du design, de la conception, de quelle façon est-ce qu'on contourne cela? Une entreprise d'ailleurs que vous accompagnez qui m'a emmené certains enjeux au niveau notamment, on parle beaucoup de conception, mais il y a aussi la fabrication. De quelle manière est-ce que je peux contourner cette pénurie-là qui est emmenée, selon les experts, à durer jusqu'en 2023? C'est repoussé d'un an chaque année. C'est repoussé d'un an. Mais oui, c'est sûr que c'est un thème très, très important. Présentement, là, ça occupe beaucoup de gens depuis que ça a commencé. Les stratégies pour faire face à ça sont pas réellement nouvelles. Elles sont plus importantes. Avant cette situation-là de pénurie, on essayait d'engager les clients avec qui on travaille à sécuriser leur approvisionnement au début du projet. Au fur et à mesure qu'on fait des choix de composants critiques, les chips, c'est souvent un composant critique, on disait, bon, ben, OK, on va commencer à négocier tout de suite avec les vendeurs, les distributeurs, les manufacturiers, peu importe, qui vont fournir ces composantes-là pour ne pas se retrouver dans une situation de rupture de stock qui va ajouter des mois au timeline. Avant, c'était de la théorie, maintenant, c'est de la pratique. Donc, les cycles de développement sont longs. Ça prend du temps à développer un produit, puis les choix sont faits en cours de route. Donc, il y a quand même vraiment des stratégies pour faire face. Puis aussi, on est vraiment dans une réflexion. On a adapté un peu la réflexion sur plusieurs types de produits qui sont plus touchés là, par cette situation-là pour aller dans des approches plus flexibles puis plus modulaires. Tout le monde comprend qu'il y a un impact sur le coût de produit, ça va être un petit peu plus cher. Par contre, manquer de produits, manquer de fabrication pendant 6 mois, c'est énormément plus cher. Et les clients qui font face à toutes sortes de bris d'approvisionnement le comprennent aussi, là, parce qu'on comprend que quand on utilise un medical device, un jetable dans un hôpital, dans un flux de travail, par exemple, puis que tout d'un coup, il n'est plus disponible, puis je peux plus la faire, la chirurgie, là, on a un gros problème. Donc, il y a des impacts jusqu'au patient, là, évidemment, à tout ça. Fait qu'il faut juste y réfléchir, mettre en place des stratégies. C'est sûr que les gens ISO vont être contents d'entendre parler de fournisseurs clés. Puis on parle de suivre les bonnes démarches et suivre les bonnes étapes, mais c'est pour ça. Mais c'est très difficile de prédire une crise, une pénurie globale d'une composante clé. C'est comme tu as dit, c'est théorique, puis là, à un moment donné, ça devient pratique. Mais ça ajoute un défi au-delà de tous les autres défis qu'on a déjà. Puis ce que ça fait ressortir, c'est que les investisseurs, non seulement les entrepreneurs et leurs familles, mais les investisseurs doivent être prêts à la longue durée des cycles de développement, au-delà de tout ce qu'ils ont vécu, s'ils ne sont pas habitués à être dans un contexte réglementé et même dans un contexte de santé, parce que s'ils viennent d'autres domaines, ils vont avoir des grosses surprises et ils vont devenir impatients très vite. Très aidant, merci beaucoup. Je pense que les entrepreneurs qui sont présents ici auront pas mal de choses à emmener avec eux dans leur valise. Je vois le temps qui file. J'aimerais, si possible, avant de vous remercier officiellement, mais vraiment, si on avait quelque chose à retenir de la manière, vous savez, l'objectif de cet événement est beaucoup de s'assurer d'atténuer le risque d'affaires des entrepreneurs. Si vous pensiez à un élément, peut-être un mot-clé ou peut-être une phrase ou quoi que ce soit que vous aimeriez partager aux entrepreneurs, quel serait-il? C'est pas juste un mot. Ça pourrait être un mot. C'est trop difficile. Je sais pas Moi, si je vais tu y as aller. Moi, je juste pense il y a plusieurs mots qui me viennent en tête, mais je pense que un avec lequel je repars, c'est responsabilité partagée. C'est pour faire de l'innovation ouverte, collaborative, c'est une responsabilité partagée. Les entrepreneurs et leurs équipes ont une responsabilité, mais les milieux preneurs, puis je regarde mes homologues là, je vois le Nord de l'île, le CIS de l'Est, je ne sais pas s'il y a d'autres organisations là, qui dirigent des équipes d'innovation. Oui, y a-t-il quelqu'un d'autre que le Nord? OK, merci, je n'ai pas oublié personne. On a une responsabilité de mettre en place les processus, les méthodes et changer la culture pour faire de l'innovation ouverte.
Puis après, les entreprises. Puis là, il y a plein d'autres parties prenantes, mais là, on focus sur ces deux parties prenantes-là, ont aussi une responsabilité de oser nous relancer. Moi, souvent, je dis, si vous me réécrivez un courriel après 3 semaines, vous ne me dérangez pas. On a tellement de choses, on a tellement de responsabilités au sein de l'établissement que si vous me relancez un mois plus tard, vous ne nous dérangez pas. Bon, moi personnellement et mon équipe. Après, les équipes sur le terrain, c'est nous qui gérons ça. Mais relancez-nous, puis je pense que je crois sincèrement que c'est une responsabilité partagée, puis il y a des organisations comme PME Montréal, puis d'autres organismes gouvernementaux. Puis je pense qu'ensemble, on va pouvoir réussir à accélérer ce cycle-là itératif d'innovation de la conception à la commercialisation, qui est un énorme défi encore, là. C'est ça, donc responsabilité partagée. Merci, Cathy. Oui, moi, en fait, ce que j'aurais le goût de lancer comme message, c'est le mot ouverture puis partage. C'est difficile d'être entrepreneur, il y a 1000 décisions, 1000 défis, 1000 inconnus, mais je pense que quand on est ouvert à discuter avec des experts, des milieux, des gens qui vont donner des opinions, qu'on n'a pas peur d'être out there, dans le fond, puis de se valider constamment, bien, ça réduit quand même énormément la charge sur l'entrepreneur. Il reste responsable de mener sa démarche, mais avec tellement d'input, de validation, d'informations qui permettent de corriger un petit peu la trajectoire puis d'aller au bon endroit. Moi, c'est ce que je constate, puis ce que j'ai vraiment trouvé super agréable, c'est que les gens tout le monde est dans cet esprit-là, puis je pense que c'est vraiment ça qu'il faut maintenir. C'est fort. J'allais dire tout à fait la même chose. J'allais dire ouverture, donc je vais changer, je vais ajuster on the fly. Mais je pense qu'on est dans un domaine ici à Montréal, particulièrement un écosystème très riche. Donc, on parle de Boston, on parle de Californie, on parle de la Minnesota, mais ici, on a des organisations comme le CHUM, on a des partenaires comme Novo et tellement d'événements comme ça. Dans la pandémie, c'était virtuel, mais là, c'est redevenu en personne, donc il faut être là. Les CEO de start-up, vous savez c'est quoi, OK? Vous savez, vous devez toujours être là, mais vous prenez beaucoup d'informations et c'est très difficile, comme a dit Alexis, exactement le même point, que c'est très difficile de distiller tout ça puis d'y tirer les bonnes conclusions. Donc, mon conseil serait de s'entourer de gens avec les mêmes valeurs, d'être basé sur les mêmes valeurs. Ça va être plus facile de prendre des décisions ensemble, ça va être plus facile de collaborer et d'être out there, puis de s'attendre aux défis au niveau qui va être et au niveau qui pourrait être quand il y a tout à coup une pénurie globale. Ça prend des gens qui sont vraiment de la même d'esprit, le même esprit. Alors merci infiniment à vous trois, Cathy, Alexis et Marc, pour vos lumières, puis nous avoir permis de partir, non pas de l'événement, puisqu'il y a la période de réseautage, je le précise, mais en tout cas partir emmener dans notre valise des éléments très très importants pour justement dérisquer ces différentes étapes-là et de continuer en fait la discussion à travers, comme tu le mentionnais Marc, d'autres événements, à travers aussi des milliers de messages qu'on peut envoyer aux établissements de santé, même si c'est toutes les 3 semaines. Et merci encore une fois à vous trois pour tout. On va ouvrir un peu l'espace ici, de telle sorte à ce que vous puissiez continuer. Cathy l'a mentionné, il y a plusieurs partenaires dans la salle, donc des CIUS, mais il y a aussi, je vais les citer pêle-mêle, on a Vestec Pro ici, qui est donc, je pense que vous avez rencontré Julia autour de la table. On a Can Health, on a l'ARC, on a, faut pas que j'en oublie, on a évidemment Innovation Canada et on a aussi le CNRC Paris, merci beaucoup, et puis bien d'autres, je pense à MedTech, je pense à Montréal Vivo. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est le moment qui vous est laissé. Vous avez tous un petit billet, donc vous pouvez vous approcher des charmantes personnes qui sont derrière. Et voilà. Elles sont super charmantes. Et donc l'événement n'est pas terminé, donc allons-y. On va peut-être mettre un petit peu de musique pour Merci à toi, la période de réseautage. Merci à toi, Alain. Merci.